le chanteur Stromae, la chanteuse Angèle, la ville de Bruxelles ou encore le mannequin Peace, Benoît Poelvoorde, Jean-Claude Van Damme, l'ancien cycliste Eddy Merckx, ou encore l'ancienne tenniswoman Justine Henin-Ardenne, Jacques Brel ou encore Johnny Hallyday. De nombreux éléments pourraient faire l'objet d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments que l'on va évoquer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va pour le mieux. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va donc parler de la Belgique. Donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à liker la vidéo en fin de vidéo si elle vous plaît et à vous abonner. Et c'est parti, générique. La Belgique va donc participer à sa 14e Coupe du Monde, ce qui est quand même une belle performance sur 22 pour un pays qui n'est quand même pas très grand. Et la Belgique, ses meilleurs résultats, c'est d'avoir été 2 fois en demi-finale. Ils ont été en demi-finale en 1986 au Mexique, où ils ont perdu contre l'Argentine, face à un grand Maradona qui avait fait un doublé lors de ce match. On se rappelle plutôt de son quart de finale, mais ça avait vraiment été une super performance en 86 contre la Belgique. Et ils avaient perdu du coup le match de la 3e place, donc la petite finale comme on l'appelle, contre l'équipe de France. Et en 2018, ils ont également perdu en demi-finale, à nouveau contre l'équipe de France du coup. Et ça avait vraiment été une Coupe du Monde plutôt réussie pour la Belgique, qui était presque un favori. Enfin, on dirait, je vais plutôt dire un outsider, mais en tout cas, on avait vraiment, voilà, je pense que les Belges croyaient beaucoup en une victoire potentielle de leur poulain, j'ai envie de dire. Et malheureusement, ils ont perdu contre les Bleus, alors que bon, ils s'étaient déjà fait un petit peu peur en 8e de finale. Je sais pas si vous vous rappelez contre le Japon, où le Japon avait été tout simplement extraordinaire. Donc la Belgique avait quand même réussi à se qualifier. Par contre, la Belgique avait sorti vraiment un gros match contre le Brésil en quart de finale. Et voilà, contre la France, ils n'ont pas réussi à trouver la faille, ils n'ont pas réussi à marquer. Ils ont eu la possession, ce qui a fait d'ailleurs, voilà, champion du monde de la possession. Mais bon, on va éviter ce genre de blague dans cette vidéo. Mais voilà, la Belgique, malheureusement, est tombée contre une équipe de France qui a été efficace, qui a su marquer dans un temps fort sur un corner grâce à un but d'Umtiti. Et donc, la Belgique n'a jamais été en finale. Et vu la forme du moment, je ne suis pas sûr qu'en 2022, la Belgique sera capable d'aller en finale. Car en effet, la Belgique traverse un peu une période un peu trouble, on va dire. C'est pas la grande Belgique, c'est pas, voilà, elle arrive pas comme un outsider dans cette Coupe du Monde pour plusieurs raisons. En effet, Martinez, qui est là depuis maintenant de nombreuses années, est un entraîneur qui a énormément apporté à cette sélection, que ce soit d'un point de vue tout simplement sportif, ou même d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue rigueur, car c'est lui qui a permis en fait d'apporter toute cette rigueur à la sélection, et c'est pourquoi la Belgique ne va pas, voilà, se contenter d'être une bonne sélection lors de cette génération dite dorée, même si au final elle n'a pas gagné. Mais en tout cas, c'est un sélectionneur qui a vraiment apporté sa rigueur, qui va permettre à des jeunes, qui a permis du coup de développer beaucoup en Belgique au niveau du foot. Et c'est un sélectionneur qui est énormément respecté. On peut que le remercier pour tout le travail qu'il a fait dans la fédération belge, mais c'est vrai que là, au niveau du terrain, en ce moment, c'est pas trop ça. Il y a eu 2 défaites contre les Pays-Bas, notamment un 4-1 à domicile qui a fait extrêmement mal, car bon, perdre contre les voisins bataves, c'est jamais très bien vu. Et voilà, sur le terrain, c'est vrai que on verra dans la revue d'effectifs, mais on a des joueurs qui sont là dans le 11 alors qu'ils n'ont plus grand chose à faire. Le 11 est très décrié par les supporters, ils pensent que voilà, il y a des joueurs qui devraient tourner la page. Mais Roberto Martinez continue, voilà, à leur donner sa confiance, sauf qu'il y a des joueurs qui sont clairement dépassés et c'est ce qu'on verra dans la revue d'effectifs. Et ouais, voilà, ça a peut-être besoin d'un renouveau et peut-être que voilà, le cycle de Martinez arrive vers sa fin, même si c'est un excellent directeur général et que je pense que dans ce rôle, il peut continuer à rester près de la sélection. Mais c'est vrai que voilà, sur le terrain, pour l'instant, c'est pas trop ça, même s'il y a eu voilà, des victoires contre la Pologne, il y a eu voilà, 4 points sur 6 pris contre les Pays de Galles, mais c'est vrai que voilà, ces 2 défaites contre les Pays-Bas, c'est vrai que ça fait mal, et c'est surtout qu'on les a sentis être complètement dominés par les Pays-Bas. Et voilà, ça pose un peu problème, et c'est pourquoi dans cette Coupe du Monde, ils n'arrivent pas forcément comme un gros favori, et pourtant il y a vraiment du potentiel, et il y a vraiment des joueurs très importants dans cette équipe. Alors pour le 11 type, j'ai fait un 11 par rapport au match que j'ai vu en septembre. C'est peut-être pas forcément le 11 type, parce que de ce que m'a dit Sacha, avec qui j'ai préparé la vidéo, en tout cas, voilà, il n'y a pas forcément de 11 type, et voilà, je vous mets cet effectif-là. Il se peut qu'il change parce que, comme je disais, Martinez, pour l'instant, il ne trouve pas forcément la clé et c'est un peu décevant sur le terrain. Mais vu qu'il n'est pas très adepte du changement, voilà, j'ai mis ce 11 avec des petites alternatives, mais voilà. En tout cas, on part sur un 3-4-2-1.
Et pour moi, le gros point fort de cette équipe, et heureusement qu'il est là, le gros point fort des Diables Rouges, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien du monde actuellement. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le fait qu'il ait fini que 7e au Ballon d'Or, je trouve ça absolument scandaleux. Il a dit d'ailleurs que c'était impossible pour lui qu'un gardien gagne le Ballon d'Or. Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont créé le trophée Yashin. Voilà, bon, petite parenthèse, mais voilà, je trouvais que, enfin, Courtois 7ème, j'ai trouvé ça abusé. Voilà, super gardien qui a été excellent avec le Real Madrid, qui est jamais friable, je trouve. Depuis qu'on le connaît de Chelsea, de l'Atlético de Madrid, il a toujours été très bon et franchement, c'est un des meilleurs gardiens. Enfin, actuellement, c'est le meilleur gardien du monde et ça a été un des meilleurs gardiens des 7-8 dernières années. Vraiment, il est très très fort et il a impressionnante sérénité. Et heureusement qu'il est là parce que devant les 3 défenseurs, bah c'est pas ça. On a Vertonghen qui est clairement en perte de vitesse, qui est vraiment en grande difficulté, mais il reste titulaire. Vertonghen, c'est un défenseur qui a énormément apporté à cette sélection, qui a une belle carrière, notamment en Tottenham. Mais là, en ce moment, c'est vrai que c'est une grosse perte de vitesse. Il est en difficulté, il se fait prendre souvent dans son dos. C'est très très dur de le voir sombrer comme ça. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative mise par Martinez, alors je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais je pense que voir Alderweireld, et c'est ce que Sacha m'avait dit dans le 11 type, c'est vrai que voir Vertonghen, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit Alderweireld, Vertonghen, le voir sur un terrain de foot en 2022 dans une sélection belge, c'est un peu difficile. Il y a d'autres défenseurs qui pourraient être là, je pense par exemple à Arthur Théat, qui est capable de jouer sur le côté gauche en plus. Il n'est pas forcément très très rayonnant dans la défense de Rennes, mais c'est une défense à 2. Je le vois plus adapté dans une défense à 3, comme on l'avait pu le voir à Bologne, notamment l'an dernier. Mais voilà, je pense que Théâtre prendra le relais assez naturellement. À ses côtés, il y a Alderweireld, ou Alderweireld, je sais pas comment on dit, excusez-moi si je le dis mal, mais moi j'ai toujours dit Alderweireld. On va l'appeler Toby. Ok, on va l'appeler par son prénom du coup. Toby, qui est pareil, un bon défenseur, qui est aussi en train de vieillir, mais je pense que pour l'instant, il est un peu moins en perte de vitesse que Vertonghen, même si c'est pas l'assurance tout risque, mais pareil, bonne carrière, hein, bonne carrière à Tottenham notamment, lui aussi. Mais je pense que Toby c'est pareil, dans quelques années, il va peut-être falloir songer à changer et voir quels pourraient être potentiellement les remplaçants à son poste. Et à ses côtés, j'ai mis le petit jeune de Bast qui a joué les 2 derniers matchs, qui joue en Anderlecht, qui a 18 ans, qui est plein de potentiel. Alors je vous avoue pas être le plus grand connaisseur de la Jupiler League. Donc lui c'est un bon défenseur qui a vraiment un gros potentiel et c'est bien de le voir déjà être titulaire, sachant qu'il est un peu sachant que ça peut également être Dendoncker. Dendoncker qui peut jouer 6 également, mais moi j'aime bien Dendoncker en défense centrale comme ça, je trouve intéressant. Donc voilà, et malheureusement, je l'ai pas mis, mais peut-être que ça se passera mieux en Arabie Saoudite. Je crois que c'est en Arabie Saoudite qui est parti. Jason Denayer, qui n'a pas beaucoup joué, a été beaucoup blessé à Lyon, qui est parti. Peut-être qu'il retrouvera un physique et puis peut-être que il sera sélectionné et il pourra être titulaire. J'avoue avoir un peu de doute, mais ça pourrait peut-être être une solution pour les Diables Rouges. Autre chose assez perturbante, j'ai envie de dire dans ce 11 type, c'est les pistons. En fait, ça tourne entre 4, donc c'est soit Carrasco et Thorgan Hazard, soit Thomas Meunier et Timothy Castagne, pardon. En fait, Thorgan Hazard et Yannick Carrasco, ce ne sont pas les pistons. Ils se retrouvent à jouer à ce poste-là et ça reste compliqué. Alors c'est des Carrasco, surtout Carrasco, c'est un joueur qui est capable de faire des efforts défensifs, qui est capable de se replier, qui est capable de faire beaucoup d'efforts défensifs. On le voit notamment l'Atlético de Madrid, mais d'ici à le mettre piston, je trouve que c'est pas forcément son poste préférentiel. Après c'est que mon avis, hein, mais je trouve que c'est compliqué. Déjà quand t'as une défense un peu friable comme ça, avec 3 qui sont un peu compliqués et qui ont des difficultés à défendre, avoir des pistons comme ça de ce style, un peu bricolage, j'ai envie de dire, c'est pas forcément la meilleure solution, même s'il a peut-être pas d'autres alternatives, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de jouer avec Carrasco ou Thorgan Hazard en piston. Et l'autre côté, Thomas Meunier, c'est un peu plus son poste pour le coup, même si c'est plus un latéral qu'un piston. Mais lui, il est capable de jouer piston sans problème, même si Thomas Meunier, il fait pas forcément du mauvais travail à Dortmund. Il est pas non plus rayonnant, mais cette saison, ça va. C'est pas trop mal.
Et Castagne, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est pareil dans ce système de piston comme ça. Je le préfère peut-être un peu plus haut sur le terrain. Après, c'est juste un point de vue. Mais en tout cas, il est capable de faire le travail, mais c'est pareil, ça laisse quand même des largesses défensives par rapport à un Thomas Meunier, qui laisse des largesses défensives également, mais c'est plus dans son style de jeu, donc je pense qu'il y a moins de problèmes. Au milieu, on a Yuri Tillmans et Axel Witsel. Axel Witsel qui est un peu un des leaders de cette équipe, même si pareil, il est en train un peu de vieillir. Alors, on va pas dire qu'il est sur le déclin, ce serait très dur. Mais d'ailleurs, l'Atlético de Madrid l'a signé, mais c'est vrai qu'il est de plus en plus lent. Et ça aide pas pour l'équipe, pour la défense en devant, d'avoir un joueur aussi lent, parce que eux aussi souffrent un peu de lenteur. Avoir un 6 qui est lent et une défense lente, ça peut être problématique. Et à côté, on a Tillmans qui est un peu plus offensif, qui est un peu plus le relayeur, on va dire, de ce duo, qui est un bon joueur, qui est un très bon joueur. Moi, je l'attendais quand même à avoir un niveau un peu plus haut quand on parlait de lui quand il avait 17 ans en Anderlecht. Je m'attendais à ce qu'il ait un niveau peut-être un peu plus plus haut, ouais, voilà. Je pensais que son plafond de verre était beaucoup plus haut. Mais voilà, c'est un bon joueur et je pense qu'il peut apporter beaucoup à cette sélection. Et devant, ça devrait être une force, mais malheureusement, ça dépend trop de la forme de deux des trois. Alors on a Kevin De Bruyne qui a fini 3e au Ballon d'Or, qui est un joueur absolument merveilleux, un des meilleurs joueurs du monde. Il est extraordinaire. Moi, j'avoue être très fan de Kevin De Bruyne. D'une intelligence rare sur un terrain, il est vraiment très très fort. Il est trop fort. Il a une vision de jeu assez incroyable. Peut-être une des meilleures visions de jeu du monde, honnêtement. Donc voilà, c'est un bijou, mais à côté, on est censé avoir deux personnes qui sont censées avoir beaucoup de talent, qui ont beaucoup de talent, mais qui sont pas forcément dans leur grande forme. Je pense par exemple à Eden Hazard à ses côtés. Alors, il avait eu des soucis apparemment, on lui a enlevé des vis dans son genou. Donc il était censé retrouver un peu son talent lors de cette saison au Real. Il joue toujours pas. Après il est en concurrence avec Vinicius et Rodrigo. Mais ouais, Hazard, il est capable de briller. Hein. En vrai, il est capable de briller dans cette Coupe du Monde et de se montrer dans cette sélection. Je suis persuadé qu'il est capable de le faire. Mais ça reste une interrogation. On peut pas confirmer là, à l'heure d'aujourd'hui, Eden Hazard a fait une grosse Coupe du Monde. C'est pas possible par rapport à ce qu'il nous a montré. Peut-être qu'il va le faire. J'ai le pressentiment qu'il est capable d'être bon, mais on peut pas dire de façon affirmative Eden Hazard va être grand. C'est pour l'instant pas possible. Et Romelu Lukaku, c'est un peu pareil. Il a eu une saison très compliquée à Chelsea. Là, il est revenu à l'Inter où c'est pas forcément flamboyant. Je crois qu'il a eu une petite blessure à un moment. Et également, Lukaku, c'est pareil, hein, un peu comme Tillmans. C'est vrai que quand on en a parlé très jeune, à 16 ou 17 ans à Anderlecht, on s'attendait à un des meilleurs neufs du monde. Alors, à un moment, il a été très très bon, notamment à l'Inter il y a 2 ans maintenant, où il était absolument énorme. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge. Je crois qu'il a 65 buts de mémoire. C'est un monument pour la Belgique. C'est un joueur qui est très très bon. Mais c'est pas là actuellement, on n'est pas sur la meilleure version de Lukaku, si je puis dire. Donc il y aura peut-être des interrogations autour de lui, voir son état de forme, voir s'il est capable d'être brillant, même si je pense que c'est le genre de joueur qui est capable de se galvaniser pour sa sélection dans une compétition majeure. Et sinon en remplaçant on aurait Batshuayi. Batshuayi, je vous avoue, je comprends pas trop sa carrière, pour être tout à fait honnête. Parce qu'à l'Olympique de Marseille, je le trouvais bon. À un moment, il s'est retrouvé au Borussia Dortmund, je l'ai trouvé bon, mais il n'a pas forcément été conservé, je sais pas trop pourquoi, mais je trouvais qu'il était plutôt bon. Il y a eu d'autres passages dans d'autres clubs, à Chelsea, il n'a pas forcément été super mauvais non plus. Mais ouais, non, il a pas arrêté de changer de club, et du coup, là, il est en Turquie, où pour le coup, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour lui. Mais Batshuayi, je m'attendais à mieux, quand même, je m'attendais à mieux. En tout cas, je m'attendais à ce que ce soit... peut-être pas une référence, mais un joueur plutôt de bon standing, mais voilà. En tout cas, ce 11, comme vous pouvez le voir, c'est des noms qu'on connaît, c'est des noms ronronnants, mais c'est des noms qui sont un peu en perte de vitesse ou en méforme. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas forcément la grande Belgique qu'on a pu connaître en 2018, pardon, et c'est peut-être là où, dans la Coupe du Monde, ça risque d'être un peu plus compliqué par rapport à il y a 4 ans. Concernant la poule, donc la Belgique va avoir face à eux le Canada, le Maroc et la Croatie, et je trouve que c'est une poule qui va être vraiment très intéressante, et ça va pas être forcément si simple pour la Belgique de passer. Alors je pense que si on devait faire un pronostic, clairement la Belgique va passer, mais ça va pas être gagné d'office.
La Croatie est une sélection qui fait toujours voilà, des bons parcours en Coupe du Monde. Ils ont été finalisés la dernière fois. Et voilà, ça reste une sélection, on l'a vu là récemment contre l'équipe de France, où c'est une sélection qui est très bonne, donc ça va pas être simple. Et le Maroc, il y a beaucoup de talent, ils changent de sélectionneur, donc peut-être que voilà, ce souffle nouveau va leur faire du bien. Et il y a beaucoup de talent dans cette équipe du Maroc, notamment offensif. Et comme on l'a vu dans la revue d'effectifs, c'est vrai que la Belgique défensivement, c'est quand même très friable. Et même le Canada, il y a quelques joueurs offensifs qui sont plutôt intéressants, donc ça va vraiment pas être simple pour la Belgique. Honnêtement, ça va pas être simple. Je pense que voilà, comme je vous le dis, je pense que si on doit faire un prono, je les mets gagnants, mais c'est peut-être très dur ce que je vais dire, mais s'ils passent pas les poules, je vais pas tomber de haut. Honnêtement, je vais pas être autant surpris par exemple que l'Allemagne en 2018 quand ils sont sortis dans une poule qui était normalement à leur portée avec la Suède, la Corée du Sud et je sais plus le dernier. Mais voilà, la Belgique, ils ont intérêt à être bons. Je pense qu'ils vont se qualifier. Si je devais faire un prono comme je le dis, ils se qualifient. Mais il va falloir être très solide. Et pour le joueur à suivre, du coup, vu que dans la 11 type que je vous ai mis avec les alternatives, c'est vrai qu'il n'y a pas de joueurs, on va dire, il y a des très très bons joueurs et des joueurs excellents, mais il n'y a pas vraiment de grosses découvertes à vous faire. J'ai voulu m'appuyer plutôt sur un joueur qui a eu que 2 sélections, que j'ai beaucoup aimé l'année dernière parce qu'il jouait au LOSC, et du coup c'est pourquoi je vais vous parler de Amadou Onana. Alors Amadou Onana, il a 21 ans, il fait 1m95, c'est un joueur qui est vraiment très très grand, et moi c'est un joueur que je trouve très intelligent. Et je suis un peu déçu qu'il soit parti du LOSC parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Lille, donc il m'arrive de voir des matchs du LOSC. Et c'était un joueur que j'aimais vraiment beaucoup voir au stade. Et c'est un joueur c'est un milieu défensif qui est plutôt moderne, qui est bon techniquement, qui a une bonne vision de jeu, qui est capable de jouer un peu plus haut en 8, mais je pense que son poste préférentiel c'est surtout en double pivot. Maintenant il joue à Everton où il a quand même pas mal de temps de jeu, donc c'est cool pour lui. Une passe décisive cette saison pour l'instant, c'est peut-être là où voilà, il peut s'améliorer, même si c'est pas dans ce domaine qu'on l'attend. On l'attend surtout voilà, on va dire à l'avant-dernière passe ou dans la capacité d'être le liant entre la défense et les ailes et l'attaque. Et voilà, il a joué également défenseur central quand il y a eu beaucoup de blessés au LOSC où il avait été plutôt bon. Et moi je trouve que c'est un joueur qui est vraiment très intéressant, qui a un bon potentiel. Je pense que c'est pour ça qu'il est parti de mémoire pour 35 millions à Everton. Mais voilà, il a une capacité, il ratisse beaucoup de ballons, il est bon en récupération de balles, il intercepte bien les ballons. Il a une bonne lecture du jeu, je trouve très mature pour son âge. Il est peut-être un peu trop agressif par moment. D'ailleurs, il a déjà pris 3 cartons jaunes en première ligue. Et c'est peut-être là où il doit s'améliorer. Mais c'est un joueur qui a réussi, par exemple, à briller dans une équipe du LOSC où sous Gourvenec c'était très compliqué de briller. Et c'est pourquoi moi je mise beaucoup sur lui. Je pense que ce sera l'avenir de cette sélection belge. Et j'espère pour lui qu'il aura une belle carrière et que ce sera le remplaçant naturel de Witsel. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, je remercie Sacha qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo, qui a pu me donner des éléments de réponse, notamment pour le 11 type, notamment pour la forme du moment. Donc je vous mettrai le lien sur Twitter, donc n'hésitez pas à le suivre si vous voulez suivre les actualités belges. J'avoue que moi c'est ma référence pour le foot belge, donc n'hésitez pas à le suivre. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de la Belgique. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir aller loin en Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez que vous êtes peut-être plus optimiste que moi et vous pensez que la Belgique va aller très loin dans cette Coupe du Monde? Ou est-ce que vous pensez qu'effectivement ça va être peut-être un peu plus compliqué qu'en 2018? En tout cas, donnez-moi votre avis, j'ai hâte de le voir et puis hâte d'en parler avec vous. La prochaine vidéo sera un Road to World Cup, le numéro 13 sur la Serbie. Et après ce Road to World Cup, on refera une vidéo un peu autre pour pas rester que dans le prisme de la Coupe du Monde. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!